Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours G2 qui traite de la réplication et de la transmission de l'information génétique chez les eucaryotes. En introduction, on peut faire un rappel de ce qui a été vu en première spécialité SVT, c'est que les cellules eucaryotes se divisent. Alors il y a deux types de division cellulaire. Le premier type, c'est ce qu'on va appeler la mitose, c'est une reproduction qui est conforme, elle permet de transmettre l'information génétique à l'identique. Une cellule mère va donner deux cellules filles identiques à la cellule mère et donc identiques entre elles. Alors, cette mitose, elle a plusieurs rôles biologiques. Un premier rôle chez les unicellulaires, c'est un rôle de reproduction. On le voit ici, donc la mitose a permis de faire à partir d'une cellule deux cellules, donc chez les paramécies ou les amibes. Elle a chez les pluricellulaires un rôle dans la croissance et le développement. Les mitoses qui affectent une cellule œuf animale vont permettre de faire un embryon qui est pluricellulaire, par exemple, ou ici c'est un exemple au niveau d'un méristème apical racinaire, ou des mitoses, on les voit ici, permettent de fournir plein de cellules qui vont ensuite permettre de former l'organe racine. Troisième rôle des mitoses, c'est la régénération tissulaire. Exemple, on avait vu ça au niveau de la peau, au niveau de l'épithélium, l'épiderme, c'est la même chose, où là les cellules qui sont ici au niveau de la couche basale vont subir des mitoses, et donc ces mitoses vont être à l'origine de l'épiderme de la peau. Ou ici, au niveau de la moelle osseuse, des divisions cellulaires qui aboutissent à la formation des globules blancs et même à la formation des différents éléments figurés du sang. Alors ça, c'était le premier type de division cellulaire, ce qu'on appelle la mitose. Il y a un deuxième type de division cellulaire, en fait c'est une double division, qu'on appellera la méiose, où là, c'est très différent, c'est pas une reproduction conforme, où là, il y aura transmission uniquement de la moitié de l'information génétique. Cette méiose, elle intervient dans la reproduction sexuée. Que ce soit la mitose ou que ce soit la méiose, dans les deux cas, il y a au préalable nécessité d'une phase de duplication de l'information génétique. Alors ici, j'ai pris l'exemple avant la mitose. Donc, qu'est-ce qui se passe avant la mitose? Donc, on veut à partir d'une cellule obtenir deux cellules identiques. Eh bien, il faut que l'information génétique, représentée par cette molécule d'ADN qui est ici, soit déjà dupliquée à l'identique. C'est ce qui est fait là. Là, maintenant, j'en ai deux. C'est les deux chromatides du même chromosome. Et ensuite, ces deux chromatides vont se séparer pour que chaque cellule, à la fin, puisse récupérer finalement un brin d'ADN. C'est une répartition de l'information génétique à l'identique. Les deux cellules, donc ici, sont identiques entre elles et à la cellule mère. Alors, dans ce cours, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que cette information génétique, avant d'être transmise, elle est répliquée. On dit qu'elle est dupliquée. C'est ce qu'on fera ici dans le grand 1. Puis ensuite, on verra comment elle est transmise lors de la mitose ou lors de la méiose. Dans un premier temps, la réplication de l'ADN va permettre de dupliquer l'information génétique. Alors, en 1953, la découverte de la structure de la molécule d'ADN par Watson et Crick, il y avait trois hypothèses. Donc la première hypothèse, c'était que l'ADN parental servait donc de matrice pour copier et faire une nouvelle molécule. La nouvelle molécule, c'est celle qui est représentée ici en bleu. L'ancienne molécule, c'est celle qui est représentée en bleu foncé. Donc ça, c'est le modèle conservateur. J'utilise ma molécule initiale et je fais une copie et j'obtiens une nouvelle molécule. Un autre modèle qui était le modèle privilégié par Watson et Crick, connaissant la structure de l'ADN, c'était que non. C'était que ici, la molécule initiale, en fait, je la scinde en deux, un brin plus un brin, et à partir de ce brin, je fais un nouveau brin qui est représenté ici en bleu. Ça, c'est le modèle semi-conservateur. Et il y avait aussi le modèle dispersif, qui était qu'à partir de ma molécule initiale, j'en prenais des petits morceaux, ici ou ici, et je complétais ces petits morceaux par des nouveaux morceaux, et j'obtenais à la fin donc deux molécules d'ADN identiques. Alors c'est Mendelssohn et Stahl chez les prokaryotes, ou c'est Taylor chez les eucaryotes, qui ont prouvé que le modèle semi-conservateur était le bon modèle. L'idée chez ces deux chercheurs est de pouvoir identifier ce qui est nouveau, ici avec cette couleur, de ce qui est ancien. Donc comment ils ont fait? Alors Mendelssohn et Stahl, eux, ils ont utilisé des cultures dans un milieu avec de l'azote lourd. Ça veut dire que si je mets des bactéries dans de l'azote lourd, elles vont faire de l'ADN parce que dans l'ADN il y a de l'azote, qui aura du azote N15 et non pas de l'azote normal N14. Ça veut dire que ces molécules, elles auront une densité qui est plus élevée que si elles avaient été synthétisées dans un milieu contenant de l'azote N14. Ça signifie que des bactéries qui sont cultivées là-dedans, quand j'extrais leur ADN, et que je fais subir une centrifugation sur densité, je vais obtenir une densité qui est forte, par exemple ici 1,8, alors que si mes bactéries, je les mets en culture là-dessus, et que pendant longtemps, et qu'ensuite je regarde leur ADN, l'ADN a une densité qui est plus petite. Comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans l'ADN.
Et donc l'idée, alors là je donne directement ce qu'on a obtenu avec l'exercice, c'est que quand je mets donc mes bactéries cultivées dans un milieu d'azote lourd et que je les transfère dans un milieu d'azote léger et que je fais subir une réplication et que j'observe l'ADN que j'obtiens, et ben la densité, elle est ici. Ça veut dire que toutes mes molécules d'ADN ont une densité qui est intermédiaire entre les deux. Donc si j'avais le modèle conservateur de la réplication conservatrice, j'aurais eu des bactéries qui ont l'ADN ancien de densité 1,8 et des molécules d'ADN nouveau de densité faible du coup. J'aurais eu 2 barres. Là, j'ai pas ça, j'ai juste ici. Donc ce modèle-là est invalidé. Donc là c'est cohérent et là c'est cohérent. Et si je alors pour pouvoir savoir lequel des deux je conserve, je continue à faire une deuxième division, division et une deuxième réplication avec dans un milieu où il n'y a que de l'ADN léger. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si c'est semi-conservateur, donc la bactérie qui avait ça, elle va donner donc une bactérie qui a ça et une bactérie qui a ceci. Alors que si c'est le modèle dispersif, la bactérie qui a ceci va donner après réplication donc et division des bactéries donc, qui ont cet ADN là et cet ADN là. Et donc moi j'observe ce que j'obtiens, ce que j'observe c'est 2 bandes qui sont avec de l'ADN léger et une bande avec de l'ADN qui est entre léger et lourd. Ça veut dire que là ce que je suis en train d'observer c'est cette molécule qui est ici, qui est là, et cette molécule qui est ici, qui est ici. Et donc c'est comme ça que Mendelssohn et Stahl ont pu prouver que effectivement c'était la réplication semi-conservative qui avait lieu et pas les deux autres possibilités. Taylor, lui, chez les eucaryotes, chez les végétaux, il a fait exactement le même principe. L'objectif, c'est de voir les molécules d'ADN, sauf qu'ici, il a utilisé du thé radioactif. Le thé, c'est quelque chose qui va se mettre dans l'ADN et pas dans l'ARN. Ça permet de bien cibler l'ADN. Et donc, s'il met du thé radioactif dans le milieu de culture, le thé va rentrer dans le végétal et va s'incorporer à l'ADN. Alors, il est radioactif, c'est marqué dans l'énoncé de l'exercice. Là, il y a du tritium 3H. C'est lui qui est radioactif. Et il va observer les chromosomes. Et donc, une fois qu'il a fait ça, il se rend compte que les chromosomes, là par exemple c'est un chromosome ici, la radioactivité représentée ici par les petits points noirs, il y en a sur les chromatides 1 et sur les chromatides 2, sur les deux chromatides sœurs. Ensuite, il a transféré la plante dans un milieu où il n'y a plus de thé radioactif et il a attendu une deuxième réplication et il a observé les chromosomes. Et là, il se rend compte que les chromosomes, cette fois-ci, sont marqués sur une seule des deux chromatides. Donc, son interprétation, c'est exactement le même principe que ce qu'on a vu précédemment. On peut le matérialiser ici. Donc là, vous avez donc une cellule végétale. On l'a transférée dans un milieu avec de la thymine radioactive qui va nous mettre l'ADN en rouge. Donc là, j'ai fait l'ADN initial qui n'est pas marqué. Il est en bleu. Et donc, quand la thymine se met dans l'ADN lors de la réplication, d'après le modèle semi-conservatif, effectivement, donc j'ai un brin qui va être marqué et j'ai l'autre brin qui va être marqué. D'où l'observation de mes chromosomes métaphasiques avec un ADN marqué et un ADN marqué. Et qu'ensuite ça s'est transféré dans un milieu où ce n'est plus marqué cette fois-ci. Donc, alors, cette cellule-là, elle a récupéré celui-ci, c'est un des deux qui est là. Et ensuite, celui-ci va subir la réplication. Donc, ça veut dire que les deux brins vont se séparer et chacun va mettre donc le brin complémentaire, mais qui n'est pas marqué cette fois-ci, c'est bien marqué non radioactif. Du coup, le bleu, en face du bleu, il y a du bleu qui va se mettre, et en face du rouge, il y a du bleu qui va se mettre. Et donc là, quand on va observer ce chromosome-là, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul brin qui est marqué, d'où une seule chromatide qui est marquée. Donc c'est ça le principe de l'expérience, et donc ça a permis de prouver historiquement que la réplication est semi-conservative, et que donc la double hélice, elle sert de matrice pour sa propre réplication. C'est ce qu'on peut voir ici, on l'avait déjà abordé dans le cours sur les acides nucléiques. L'adaptation surtout en fonction de l'ADN, donc là on voit que l'ADN, ces deux brins reliés par des liaisons H qui sont facilement rompus, et une fois qu'elles sont rompues, chaque brin va pouvoir permettre de synthétiser l'autre brin, car en face du T on met DA et en face du G on met DC. Et donc les deux brins comme ça sont formés. Ça, donc, c'est en lien avec le cours B2 qui focalisait sur la structure de l'ADN qui était en lien avec sa fonction de support de l'information génétique. Et là, ce qu'on fait dans ce cours G2, c'est cette partie précise là, qui était à cet endroit-là, réplication semi-conservative possible, ADN support de l'information génétique. Alors, passons maintenant à comment se fait cette réplication. Alors, la réplication de l'ADN, elle a lieu au niveau des fourches de réplication. Alors la réplication, elle commence au niveau de zones qu'on appelle les origines de réplication, qui sont situées sur l'ADN. Ce sont des zones qui sont plutôt riches en A et en T. Dans le génome humain, il y en a environ 50 000.
Et donc à ces endroits-là, l'hélice de l'ADN, donc elle est dépliée, et il va se former ce qu'on va appeler des yeux de réplication. Donc l'origine, c'est ce qui est ici. Les yeux de réplication, c'est ce qui est ici. Donc une fois que l'ADN est déplié comme ceci, il va y avoir synthèse de nouveaux brins d'ADN en face donc des brins matrices. Donc la synthèse, c'est ce qui est ici en gris. Et cette synthèse, elle se fait dans les deux directions. Donc il y a une propagation qui se fait des yeux de réplication comme ceci. Et à terme, les yeux vont se rencontrer. Et à terme, j'ai mes deux molécules filles d'ADN. Là, on voit la propagation bidirectionnelle des yeux de réplication. Les enzymes qui sont représentées ici, ce sont les enzymes qui font la réplication. Donc elle, là, elle a mis le A, puis elle a mis le G, puis ensuite, là, ça va se déplier, elle va mettre le T, puis le G, etc. Ben, c'est ce qu'on voit ici, quoi. Ça, on le voit, on le matérialise au microscope électronique à transmission, on voit ces yeux de réplication. Et cette petite zone qui est ici, en Y, c'est ce qu'on appelle une fourche de réplication. Donc il y a une fourche qui est à cet endroit, et il y a une fourche qui est à cet endroit de l'autre côté. D'un point de vue biochimique, la réplication de l'ADN, elle va nécessiter l'intervention de nombreux acteurs protéiques. Alors le premier acteur protéique essentiel, c'est l'ADN polymérase. C'est l'enzyme qui va donc synthétiser l'ADN, qui va polymériser l'ADN, ici, en face du brin matrice. Alors ceci va se faire, on le verra, à partir d'une amorce ARN et uniquement dans le sens 5'3'. Alors commençons par l'ADN polymérase. Alors la biochimie de la réaction, c'est la suivante. Donc là, on a notre brin d'ADN qui est en cours de synthèse, et donc l'ADN polymérase, elle va prendre un monomère, alors qui n'est pas un nucléotide monophosphate, qui est un nucléotide triphosphate en fait. Pourtant, ce qu'elle met, vous avez vu, c'est bien un monophosphate. Mais en fait, ça s'explique parce que cette polymérisation, elle est endergonique, elle nécessite de l'énergie. Et donc l'énergie, elle va être prise, c'est un grand classique en biologie, par rupture des liaisons phosphates. Donc en cassant ces liaisons phosphates, ça libère de l'énergie, et cette énergie, elle est utilisée, c'est un couplage chimio-chimique, pour mettre le phosphate ici sur le haut. Et donc, ça y est, là j'ai fait ma polymérisation. Le brin matrice, il est ici, le nouveau brin, il est ici. Alors attention, cette polymérisation, elle se fait que dans ce sens, ici, de là-haut vers en bas. On dit qu'elle se fait du sens 5' vers 3'. Il faut toujours orienter l'ADN quand on fait ça, parce que l'enzyme, elle peut que faire ça. Elle peut juste prendre des phosphates, couper, prendre l'énergie et mettre le phosphate sur le haut ici. Donc le 3', je vous rappelle, en biochimie, c'est où il y a le O, donc c'est bien là qu'il y a le 3'. Le 3', c'est parce que là j'ai un ribose, un désoxyribose, et que là j'ai le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4, le carbone 5. Le carbone 5, c'est celui qui porte le phosphate. Le tout premier ici, il a un phosphate, c'est le 5, et le O, il a le 3. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours de biochimie. Donc, les deux brins sont antiparallèles, donc le nouveau brin, il est synthétisé dans le sens 5' vers 3' par l'enzyme, et donc le brin matrice, il est lu dans le sens 3' vers 5'. Du coup, on peut, sur notre schéma de tout à l'heure, mettre nos 5' et nos 3', et donc on voit la propagation des enzymes bidirectionnellement, selon les flèches ici, comme ceci. Alors, attention, cette ADN polymérase, donc elle va dans le sens 5', 3', on l'a dit, elle nécessite un brin matrice, elle ne peut pas faire de l'ADN sur rien du tout, en fait, il faut qu'elle fasse de l'ADN en face d'un brin matrice. Et, ce qu'on n'a pas vu ici, c'est qu'elle nécessite une amorce pour initier la polymérisation. Elle est incapable, l'ADN polymérase, de mettre, quand elle débute, direct un T ici. Non, il faut qu'il y ait quelque chose devant, en fait. Donc il faut une amorce en 5' pour initier la polymérisation. Alors cette amorce, elle est mise par ce qu'on appelle une ARN primase, qui est cette enzyme bleue, qui elle est capable de mettre un petit morceau d'ARN en face d'un ADN, sans qu'il y ait un début, quoi. Elle commence directement. Ça y est, elle a fait son petit ARN, elle s'en va. Et maintenant qu'elle a fait ça, c'est possible que maintenant l'ADN polymérase, elle vienne, et en partant de cette amorce, elle synthétise l'ADN dans ce sens, de 5' vers 3'. L'ADN polymérase, elle ne peut pas aller dans l'autre sens, elle ne peut qu'aller dans ce sens-là. Et puis autre chose, concernant l'ADN polymérase, dernière caractéristique importante, c'est qu'elle a un domaine exonucléasique 3' vers 5'. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est capable, quand elle fait une erreur, regardez là, elle polymérise de 5' vers 3', donc de gauche vers la droite, elle en met un, elle en met un, elle en met un, puis là elle va mettre le C en face du A, ça c'est une erreur. Elle peut s'en rendre compte très rapidement, parce qu'en fait les liaisons H ne sont pas complémentaires, ça fait une espèce de bosse, elle s'en rend compte, et elle va donc enlever de 3' vers 5', donc 3' il est ici, elle va enlever, elle va rebrousser chemin, enlever ce petit morceau, donc elle fait sa partie exonucléase, ça veut dire qu'elle l'enlève
un petit morceau de nucléotide, ici celui-ci. Une fois qu'elle est enlevée, elle peut repartir 5' vers 3' et continuer sa réplication. Ça, c'est important, ce domaine exonucléasique 3', 5', parce que ça diminue les mutations, d'un facteur 100 000 en fait. Ça veut dire que le taux d'erreur que l'on observe, nous, quand on quantifie, vous le ferez l'année prochaine, c'est du 10-9, ça veut dire que je fais une erreur pour 10 exposant 9 pour 1 milliard de nucléotides copiés. Et si mon enzyme, je lui enlève son domaine exonucléasique et que je refais l'expérience, je vais trouver une erreur sur 10 exposant 4. J'ai mis un facteur de 100 000. Donc ça, c'est très important pour la correction des mutations au moment même de la synthèse de l'ADN. Alors une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on a un petit problème. On a dit que la propagation au niveau des yeux de réplication était bidirectionnelle, mais on a vu que la réplication de l'ADN se faisait uniquement dans le sens 5' vers 3'. Alors c'est quoi le problème que l'on a? Il est simple, c'est qu'une fois qu'on a ouvert un œil au niveau d'une origine de réplication, représentée ici, et que je mets par exemple mon 5' et mon 3' comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Donc on ouvre, il y a une amorce ARN qui va se mettre directement, les amorces c'est ce qui est en rouge, et donc ici l'ADN polymérase va pouvoir venir et aller vers la gauche, de 5' vers 3'. Autrement dit, si là j'ai 5 et là j'ai 3, je vérifie, c'est bien cohérent avec le fait que l'hélice de l'ADN soit antiparallèle. Donc là, dans ce sens, je peux le faire. Par contre, l'ADN polymérase ne peut pas partir à partir de cette amorce vers la droite ici. Et quand je fais le brin qui est en dessous, c'est la même chose. Là, j'ai mis mon amorce. L'amorce ne peut que, une fois qu'elle est mise, l'ADN polymérase arrive et ne peut que synthétiser dans ce sens vers la droite. Elle ne peut pas aller vers la gauche ici. Donc c'est là le problème que j'ai. En fait, ce qui va se passer, c'est résolu le problème, c'est que je vais avoir ce qu'on appelle un brin précoce, c'est celui-ci qui est synthétisé donc au fur et à mesure que ça s'ouvre. Vous comprenez que ici ça s'ouvre, l'œil il progresse en fait. Et l'ADN polymérase elle continue, il n'y a pas de problème. Par contre de l'autre côté, où je peux aller en bas, ça revient même, donc là elle continue. Par contre de l'autre côté, au fur et à mesure que c'est ouvert le brin, l'amorce, l'ARN primase va mettre une amorce ARN, l'ADN polymérase va arriver et va synthétiser dans ce sens. Puis c'est lui qui va être ouvert. L'ARN polymérase, décidément la primase, elle va arriver, mettre son petit amorce rouge. L'ADN polymérase va arriver et synthétiser dans ce sens. Là, en ce moment, c'est à cet endroit-là que c'est ouvert, donc la primase met son rouge, l'ADN polymérase va dans ce sens. Puis à terme, ça va être à cet endroit-là que ça va être ouvert, la primase va mettre son rouge et l'ADN polymérase va synthétiser. Donc là, vous avez vu, il y a plein de petits fragments qui sont synthétisés. Lui qui est synthétisé, puis lui, puis le prochain. Donc là, j'ai un brin qui est fait en continu, c'est le brin continu ou le brin précoce, et en face, j'ai un brin qui est fait d'une façon discontinue, c'est ce qu'on appelle le brin tardif. Là, c'est la même chose. Là, j'ai mon brin précoce, et là, j'ai mes brins tardifs, le brin numéro 1, le brin numéro 2, le brin numéro 3. Ce qui est en haut, c'est exactement la même chose. Les petits fragments qui sont ici, qui pour l'instant sont discontinus, mais qui à terme vont tous se rejoindre, c'est ce qu'on appelle les fragments d'Okazaki. Et donc, on comprend que la propagation des fourches, elle est bien bidirectionnelle, mais que la synthèse de l'ADN, elle est bien, elle, toujours unidirectionnelle. En plus des ADN polymérases, il y a d'autres acteurs qui interviennent au niveau d'une fourche de réplication. Le premier acteur, c'est celui qui est en vert ici, c'est une hélicase, c'est cette enzyme qui va séparer finalement, déshybrider, moyennant de l'énergie, les deux brins, et faire qu'il y a finalement deux simples brins. Il y a ces enzymes-là, la famille des topoisomérases, qui elles vont diminuer les forces de torsion. Parce que quand on fait ça, en fait, il y a des torsions qui se créent dans la double hélice, un petit peu comme quand on enroule un petit fil de couture entre les mains. Et donc, les contraintes sont libérées par ces enzymes-là. Et il y a aussi donc ces protéines qui sont ici, les SSB, ça s'appelle, peu importe le nom, qui vont stabiliser l'ADN sous forme simple brin. Parce qu'en fait, l'ADN, là, imaginez qu'il y a TTT, là, il y a AA, et le AA, il peut revenir sur le TTT. Et ça peut nous faire une molécule qui finalement va être difficile à lire par les ADN polymérases. Ensuite, deux autres molécules qui sont représentées ici. Il y a une enzyme qui va détruire les amorces ARN, parce que quand les fragments d'Okazaki, là j'ai un fragment d'Okazaki, là, il a été fait, il arrive, et il vient tomber sur le fragment d'Okazaki qui est à côté, qui a été fait juste avant en fait. Donc là, l'ADN polymérase va arrêter de faire sa polymérisation, et là j'ai une enzyme qui va détruire cet ARN-là. Et l'ADN polymérase, comme ça, elle peut remplacer ça par de l'ADN. Et ensuite, quand on tombe, donc elle a remplacé, et on tombe sur l'ADN du brin d'Okazaki qui avait été fait avant, en fait, et là, il y a une autre enzyme qui va intervenir, c'est la ligase, qui va faire la soudure entre le phosphate et le OH ici. Et donc là, mon ADN, maintenant, il va être continu. Alors ceci, on va bien le voir sur le schéma bilan qui arrive. Notre schéma bilan, c'est le suivant.
Qu'est-ce qui se passe au niveau d'une fourche de réplication? Donc au niveau d'une fourche de réplication, donc là ce qui est zoomé c'est ce qui est là, j'ai un brin précoce et j'ai un brin tardif. Alors commençons par le brin précoce. Le brin précoce, donc là j'ai mon ADN polymérase qui synthétise. Alors il faut que je mette les 5' et les 3' obligatoirement, sinon je peux rien comprendre. Donc là j'ai mis le 5' et le 3'. Donc l'ADN polymérase elle va bien de 5 vers 3. Son amorce ARN qui est en rouge, elle n'est pas dans le champ, elle est ici l'amorce ARN. Donc il faut s'imaginer qu'elle était par là. Donc elle continue, aucune difficulté pour elle. Chaque fois que l'hélicase ouvre, elle accès. Je vais maintenant regarder le brin tardif. Donc au cours du temps, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qui se passe au cours du temps. Alors ce qui se passe maintenant que ça s'est ouvert, c'est que j'ai une primase qui peut me mettre un petit morceau d'ARN parce que c'est disponible. Et elle commence le 5e fragment d'Okazaki que je vais représenter. Entre-temps, avant, quand l'hélicase verte, elle était à cet endroit-là, ça avait libéré un petit morceau et la primase, elle avait pu mettre ce petit morceau d'ARN-là. Et du coup, une ADN polymérase avait pu venir et commencer une synthèse d'ADN à partir de cette amorce, dans le sens 5' vers 3', donc ici vers la droite. Mais avant, il y avait aussi eu un fragment d'Okazaki qui est bien plus lent maintenant, par cette ADN polymérase qui a eu le temps de faire tout ça, quoi. Et cette ADN polymérase, elle était tombée sur le fragment d'Okazaki qui était là avant, qui avait un petit morceau d'ARN. Donc elle était bloquée, mais il y a une enzyme qui dégrade l'ARN, on l'avait vu tout à l'heure, qui a pu enlever ceci, jusqu'à buter sur l'ADN qui était devant. L'ADN, il est représenté en bleu ici. Et donc, une fois qu'elle a buté, donc ça c'était ce qui s'était passé donc encore avant, ici, là. Donc là, j'ai mon ADN ligase qui est capable de faire la soudure entre le fragment d'Okazaki 1 et le fragment d'Okazaki 2 qui est ici. Le 3 c'est celui-ci, le 4e c'est celui-ci, et celui qui est en train de faire maintenant quand je prends la photo, c'est celui-ci. Donc voilà ce qui se passe au niveau d'une fourche de réplication. Alors petite remarque quand même concernant les histones. Parce que c'est vrai, on n'en parle pas, on fait que à l'échelle de l'ADN, mais il faut comprendre, on l'a vu dans le cours G1, que ces molécules d'ADN, elles sont sous forme de nucléosomes, donc associées à des histones, comme représenté ici. Alors, ce qui est représenté ici, c'est le collier de perles, éventuellement un petit peu compacté sous forme de fibres. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les histones? Alors, lors de la réplication, les histones sont transmis. Alors, 50% vont vers cette nouvelle molécule, 50% vont vers cette nouvelle molécule. Là, mes molécules d'ADN, c'est ce qui est en rouge. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le code histone il est transmis. Vous savez, il y a un code, il y a des acétyles ou des méthyles ou tout ce qu'on veut ici. Et ça détermine si cette petite portion, elle va être compactée ou pas, par exemple. C'est important, parce que dans la mémoire cellulaire, une cellule, par exemple, d'épithélium de peau, elle a une certaine combinaison de modification du code histone qui fait que cette partie va s'exprimer ou pas. C'est ce qui est responsable de la différenciation cellulaire quand même. Et il faut que les cellules filles obtenues par la division de cette cellule d'épithélium de peau par exemple, elles aient le même code. Alors comment c'est transmis en fait? C'est très simple. Cette transmission qu'on appelle épigénétique, c'est la transmission donc du code histone ici, elle va se faire de la façon suivante. Donc les histones, on n'a qu'à dire que le bleu par exemple ce sont des acétyles. Donc il y a certaines histones qui vont aller ici, certaines histones qui vont aller ici. Donc certaines vont être acétylées et pas d'autres. Ça c'est des nouvelles histones qui ont été incorporées. Là elles ne sont pas acétylées quand elles sont incorporées. En fait, ces histones, ça va attirer des enzymes de lecture du code des histones, qui sont les enzymes vertes, qui sont elles-mêmes des histones acétylases. Ça veut dire que ces enzymes, elles vont lire que là il y a des histones et elles vont mettre des histones à côté. Pareil ici, là il y a une enzyme qui va venir ici et elle va mettre un histone à côté si les histones ne sont pas acétylées. Ça permet finalement qu'à la fin, tout le monde soit acétylé ici et tout le monde soit acétylé ici, exactement comme la molécule initiale. Donc ça, c'est une transmission du code des histones qui est due ici à une protéine de lecture du code, qui est aussi une protéine qui permet d'amplifier, on dit, le code. Quand il y a des acétyles, elle met des acétyles. Il y a la même chose quand, par exemple, ce sont des méthyles. Deuxième remarque, c'est que les connaissances sur la réplication, ça a permis de mettre au point des techniques de biologie moléculaire, à savoir le séquençage de l'ADN, dont je n'ai pas le temps de parler ici, je vous renvoie à la fiche qui correspond sur les méthodes de séquençage. Il y a la technique Sanger, il y a les techniques de nouvelle génération ou de seconde génération, il y a les techniques de troisième génération. Ça a permis de mettre en place aussi la technique de PCR, clonage in vitro.
Et ça a permis aussi de mettre en place la technique de fabrication d'ADN complémentaire à partir d'ARN. Encore une fois, pour ces deux dernières techniques, je vous renvoie aux fiches correspondantes. Voilà pour le grand 1 concernant la réplication de l'ADN. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en bas de la description de cette vidéo-là un lien sur une vidéo qui montre ce qu'on a vu, qui est très très bien, qui est de 2008, c'est un petit peu vieux, mais franchement on voit très très bien les différents acteurs et comment se fait la réplication, les brins précoces et les brins tardifs. Passons maintenant au grand 2, la mitose. Donc la mitose qui va permettre de répartir un exemplaire entier de l'information génétique précédemment dupliquée dans chacune des deux cellules filles. Alors il faut savoir que suite à la réplication, les deux molécules d'ADN qui sont obtenues, identiques, sont mécaniquement liées entre elles. On le voit ici. Alors c'est dû à des coésines et c'est dû au fait que les ADN soient entrelacés. Lors de la mitose, alors ça va permettre donc de les maintenir ensemble jusqu'à l'anaphase en fait. Et lors de l'anaphase, qui est une phase de la mitose que l'on va voir, les deux molécules vont pouvoir ensuite être séparées suite à la dégradation des coésines et à la résolution des entrelacements par des enzymes qu'on appelle les topoisomérases. Pour bien comprendre ce qui va suivre et pas tout confondre entre mitose et méiose, on a besoin de ces révisions pour partir du bon pied, que je ne détaille pas ici, mais tout est ici. Il ne faut pas confondre les chromatides, les homologues, les sœurs, les allèles et les gènes. Passons donc à la mitose. On va voir la mitose au niveau cellulaire, notamment donc le fait que c'est une division qui se caractérise par 5 phases successives, et au niveau moléculaire, notamment l'importance du cytosquelette. Alors commençons par les phases de la mitose. Donc la mitose c'est une division cellulaire. Alors avant la mitose, à la fin de l'interphase, on peut constater une chose, c'est que donc le noyau il est présent ici, c'est que les centrosomes desquels rayonnent des microtubules se sont dupliqués. On les voit ici. Les centrosomes, donc chez les animaux, contiennent une paire de centrioles que l'on peut voir ici, au microscope électronique à transmission. Et de ce centrosome qui est ici, donc c'est deux centrosomes en fait, donc il y a des microtubules qui rayonnent. Les microtubules, donc ce sont des câbles du cytosquelette qu'on avait abordé quand on avait fait le cours B3. Et donc il y a une extrémité plus qui est fortement dynamique et une extrémité moins qui est plutôt assez stable, qui est ancrée au niveau du centrosome. Lors de la mitose, il y a donc 5 phases. La première phase, c'est la phase de la prophase, ça s'appelle. Alors qu'est-ce qui se passe lors de la prophase? Ce sont des phases que l'on voit au microscope optique. Donc lors de la prophase, on voit que les chromosomes mitotiques vont commencer à se condenser, alors qu'avant ils étaient sous forme de chromatine, et au microscope électronique, on voit le début de formation du fuseau mitotique. Ça veut dire que les centrosomes vont s'écarter l'un de l'autre et que les microtubules vont croître et commencer à ici se chevaucher. Ça, c'est le futur fuseau mitotique, ça s'appelle. On va avoir un code de couleur jusqu'au bout quand on va faire notre mitose. C'est qu'on va mettre donc en bleu un premier chromosome avec ses deux chromatides sœurs, en rouge un deuxième chromosome. Par exemple, là on a qu'à dire que c'est le chromosome 1 et là c'est le chromosome 5 par exemple, avec ses chromatides sœurs. Suite à la prophase, il y a la prométaphase. Lors de la prométaphase, ce que l'on constate, c'est la rupture de l'enveloppe nucléaire. Et le fuseau mitotique, qui va commencer à s'attacher à des chromosomes. Là, on le voit là, ici, lui, le microtubule, s'est attaché à cet endroit-là, sur le chromosome rouge. Et là, lui, s'est attaché sur le chromosome qui est bleu. L'attache se fait au niveau des kinétochores, ça s'appelle. C'est un ensemble de protéines qui se fixent au niveau du centromère de chaque chromosome. Les microtubules qui s'attachent changent de nom, on les appelle des microtubules kinétochoriens. Alors, d'un point de vue mécanisme, lors de la prométaphase, donc il y a rupture de l'enveloppe nucléaire. Alors, on sait quel est le mécanisme. Le mécanisme, c'est une phosphorylation des lamines. Les lamines, c'est ce qui constitue la lamina, le squelette du noyau ici. Et quand une enzyme va phosphoryler ces lamines, donc va mettre des phosphates sur ces lamines, ça va entraîner leur dépolymérisation. Donc tout le squelette va s'effondrer sur lui-même. Et du coup, comme ce squelette donne la forme du noyau, le noyau n'existe plus. C'est ce qu'on a ici. Lors de la fin de la mitose, lors de la 5e phase, qu'on appellera la télophase, une enzyme va venir déphosphoryler ces lamines. Ces lamines vont s'associer entre elles et reformer une cage. Les noyaux vont se reformer. Petit zoom ici sur ce qui se passe au niveau des kinétochores. Donc vous avez vu que là il y a des microtubules. Donc il y en avait qu'un sur le schéma, mais en fait il y a plusieurs microtubules qui vont venir s'associer à un kinétochore. Donc là on les voit les microtubules, super bien au microscope électronique à transmission. Chromatide 1, chromatide 2, c'est ça, chromatide 1, chromatide 2. Là on est 90 degrés par rapport au schéma. Okay, et donc là j'ai ma plaque protéique de protéines du kinétochore. Et donc les microtubules viennent sur cette plaque.
La plaque, ça c'est un petit morceau, tout petit morceau ici, de la plaque du kinétochore. Il y en a un autre, un autre, un autre, tout ça forme le kinétochore. Et donc les microtubules, ça c'est un microtubule, 25 nanomètres de diamètre, avec ses tubulines alpha et bêta, et ben ça vient s'accrocher à ça. Alors c'est pas une accroche directe, parce qu'à cet endroit-là, il va avoir une polymérisation ou dépolymérisation, donc c'est pas lié mécaniquement, mais c'est lié par un système d'autres protéines, peu importe. Et ici, ça peut polymériser et dépolymériser. Quand ça va polymériser, en fait, ça va pousser l'ensemble du kinétochore vers la droite, et quand là ça va être découpé, dépolymérisé, l'ensemble du kinétochore, des molécules bleues et des molécules oranges ici vont aller vers la gauche. C'est ce qui va permettre finalement de pousser le chromosome vers la droite ou de pousser le chromosome vers la gauche. Au niveau du fuseau mitotique, nous avons donc plein de microtubules, elles ont chacune des noms. Nous avons les microtubules astraux qui rayonnent du centrosome, nous avons les microtubules kinétochoriens qui viennent ici en bleu, qui viennent se fixer donc au kinétochore, et nous avons des microtubules polaires, qui sont des microtubules comme ça, qui viennent se chevaucher les uns par rapport aux autres à cet endroit-là. La troisième phase de la mitose, c'est la métaphase. Donc qu'est-ce qui se passe lors de la métaphase? C'est que les chromosomes vont se disposer sur une plaque qu'on appelle la plaque équatoriale. Chaque chromosome est attaché à des microtubules kinétochoriens. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les kinétochores sont ici. Donc le kinétochore correspondant à la chromatide que je représente ici est attaché uniquement par des microtubules qui viennent de ce pôle-là, et le kinétochore de l'autre chromatide, ici, est attaché uniquement par des microtubules qui viennent du centrosome qui est ici. Et les chromosomes, donc attachés de part et d'autre, vont venir se disposer sur la plaque équatoriale qui est ici. Là, on a la même chose en vue 3D. On voit bien que chaque chromatide d'un même chromosome est attaché donc à des microtubules kinétochoriens d'un pôle différent. C'est ce qui va permettre la séparation mécanique des chromatides lorsqu'il y aura rupture lors de la phase suivante. Alors effectivement, quatrième phase, c'est l'anaphase. Lors de l'anaphase, donc les chromatides sœurs vont se séparer. Donc les chromatides vont, en fait, il va y avoir une rupture donc, des deux chromatides, et chaque chromatide va être tiré vers son pôle par les microtubules kinétochoriens attachés au kinétochore qui correspond. Donc là, les deux bleus étaient au milieu. Il y a une chromatide bleue qui va être tirée vers la droite, une chromatide bleue qui va être tirée vers la gauche. Et en même temps, j'ai un allongement de la cellule. Là, on ne le voit pas bien, mais il faut s'imaginer que la cellule qui était circulaire au début, maintenant, elle s'allonge de plus en plus dans l'axe que je suis en train de représenter comme ceci, pour donner une future cellule ici et une future cellule ici. Concernant la séparation des chromatides sœurs au cours de l'anaphase. Donc cette séparation va s'expliquer très bien par la dégradation des coésines lors de l'anaphase. Coésines qui maintiennent ensemble les deux chromatides d'un même chromosome. Attention, le code de couleur ici, il est très différent par rapport à tout à l'heure. Le rouge et le bleu, faut oublier, là c'est carrément autre chose, je l'ai pris dans un autre livre, c'est le Watson ici. Donc là, ça c'est une chromatide, ça c'est une chromatide. Et le rouge et le bleu correspond en fait à la double hélice d'ADN. Donc là, c'est une double hélice d'ADN et là, c'est une double hélice d'ADN. Donc pas du tout comme tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui va se passer? Une fois que là, faut comprendre que là, j'ai des microtubules kinétochoriens en fait qui tendent, on verra tout à l'heure quand on fera l'aspect moléculaire, mais qui tendent à tirer vers eux cette chromatide. Et là, de la même chose de l'autre côté. Mais comme c'est lié ensemble, ça aussi, on le voit très bien au microscope optique, mais ça ne se sépare pas. Une fois que les coésines sont rompues, là par contre, effectivement, la force de traction des chromosomes va l'emporter, et du coup, chaque chromatide va être tirée vers son pôle correspondant. La cinquième phase, c'est la télophase, et la cytodiérèse d'ailleurs. Lors de la télophase, donc, il y a reformation des noyaux, on le voit ici, et la cytodiérèse, c'est la séparation des cytoplasmes, que l'on voit ici. Donc là, on est dans une cellule animale, dans cet exemple-là, j'ai un anneau qui va se former, et à la fin, donc, rupture ici et obtention d'une cellule et d'une cellule. Chaque cellule a récupéré donc une chromatide du chromosome initial. Chaque cellule est identique l'une par rapport à l'autre et à la cellule mère. Puisque sur ce chromosome-là, j'avais par exemple le gène A, allèle A1, le gène B, allèle B1. Là, je l'ai aussi. AA1, BB1. Et je l'avais au niveau de la cellule mère, quoi. Les schémas qu'on a utilisés jusqu'à présent représentaient des cellules animales. Alors il faut savoir, parce que là je vais généraliser, que concernant la mitose des cellules végétales, dans les grandes lignes c'est exactement la même chose. Il y a les 5 phases que l'on a vues précédemment. Par contre, pour la cytodiérèse, les modalités sont différentes. Dans le cas de la cellule animale, on avait vu donc il y a un sillon de division qui se crée, un pincement en fait, une cytodiérèse donc qui va se faire
en direction, le pincement en direction du centre, on dit que c'est une cytodiérèse centripète, peu importe le terme, qui aboutit aux deux cellules filles comme ceci. Chez les végétaux, ça va être différent. La cytodiérèse va être centrifuge, en fait. Il y a une paroi chez les végétaux. Et donc, on le voit ici, quand il y a eu donc la télophase, en fait, il n'y a pas de pincement du tout. Il y a mise en place d'une paroi au milieu, alors plutôt ici au début, puis après vers le haut et vers le bas, voilà, comme ceci, puis ensuite vers les extrémités. Donc, il y a une progression, hein, donc du centre vers les deux côtés, d'où le terme de cytodiérèse centrifuge. Et donc ça c'est dû au fait de l'existence d'une paroi. Alors si je zoome, ce qui se passe au niveau de cette paroi qui est en train d'être mise en place. Alors je parle de paroi, mais il faut comprendre qu'au début, ce qui est mis en place, c'est la lamelle moyenne. La lamelle moyenne, ce sont essentiellement des pectines. Ces pectines, d'après le cours B3, sont synthétisées par l'appareil de Golgi. Donc là, vous avez l'appareil de Golgi, là vous avez des dictyosomes de l'appareil de Golgi, qui font donc des pectines que j'ai représentées en vert. Ces pectines donc sont amenées vers le centre de la cellule, à cet endroit-là, hein, par des vésicules, donc entourées d'une membrane biologique. Ces vésicules fusionnent, donc celle qui arrive ici fusionne avec celle qui arrive de celui-ci que je n'ai pas coloré, et ça fusionne et ça nous fait donc une plaque en plein milieu qui est discontinue mais qui à terme va se rejoindre. Là on voit, là c'est tout rejoint. Hein. Ça c'est la future lamelle moyenne qui est entourée par du violet, qui est entourée par une membrane qui est d'ailleurs la future membrane plasmique de la cellule de droite et ici de la cellule de gauche. Alors, il y a certains endroits où ce n'est pas relié, c'est où il y a du réticulum qui est piégé. Ces endroits, ce sont les futurs plasmodesmes, hein, avec le petit morceau de réticulum au milieu, classique dans un plasmodesme, qui permettra donc des communications entre les deux cellules. Une fois que ça s'est mis en place, les celluloses, les hémicelluloses vont pouvoir être amenées. Les hémicelluloses donc, vont être amenées par des vésicules Golgiennes. Ça ne s'est pas du tout représenté sur le schéma. Les celluloses vont être synthétisées par les celluloses synthase au niveau de molécules d'enzymes où il y a mon petit pointeur rouge, hein, des celluloses synthase, donc sur la membrane, hein, d'après le cours B3. Donc des celluloses vont être mises en place ici. Ça va repousser la lamelle moyenne. La décellulose vont être mise en place, ça va repousser la lamelle moyenne. Et je vais avoir mis en place une paroi une ici et une paroi une ici. Et après, éventuellement, de parois secondaires. Mais là, ce n'est pas le sujet. Alors là, ce qu'on a vu, à part juste à la fin ici, c'était donc les différentes phases, c'était un aspect descriptif de la mitose. Ce qui est intéressant, c'est pas la description, c'est plutôt les mécanismes. Donc comment ça marche, hein. Il y a plein de questions qu'on peut se poser, hein. Comment le fuseau mitotique il se forme, par exemple? Comment les chromosomes ils vont se déplacer sur ce fuseau? Comment les cellules vont s'allonger lors de l'anaphase? Comment la cytodiérèse chez les animaux peut aboutir à ce pincement? Donc tout ça, on a les réponses, hein. C'est le cytosquelette qui est responsable de ceci. C'est lui qui va donc permettre la répartition conforme de cette information génétique. Alors voyons déjà au niveau de la prophase. Comment se forme ce fuseau mitotique là qui est ici? Alors on le comprend, il va y avoir une polymérisation des microtubules et à ce niveau-là, il y a intervention de moteurs moléculaires. Ces moteurs moléculaires, on les connaît du cours B3, ce sont les dynées et les kinésines. Alors là, ce sont des kinésines qui vont intervenir. Ces kinésines, il y a plein d'isoformes de kinésines, mais là, ce sont des kinésines qui sont capables de se lier entre elles tête bêche. On le voit ici. Donc cette kinésine-là peut se lier via la queue ici à une autre kinésine qui se met à l'envers. Et donc on le voit, ces kinésines sont capables de marcher sur les microtubules. Donc par exemple, celle qui est ici, elle est capable de marcher sur le microtubule qui est là, et donc de faire aller le microtubule vers la gauche. Ou bien si lui il est fixe, les kinésines vont aller vers la droite, ça revient au même, c'est un mouvement relatif. Hein. Et la kinésine qui est tête bêche ici, elle marche, elle est capable, en marchant, de faire pivoter le microtubule ici vers la droite. Et donc ça aboutit ici donc, à pousser celui-là vers la gauche, pousser celui-là vers la droite. Et là, si je continue de faire une polymérisation au niveau du pôle plus, et là une polymérisation, je vais aboutir à un éloignement finalement de mes deux centrosomes l'un par rapport à l'autre. Hein. Donc là, on va le voir ici, là ça c'est bien représenté, on le voit. Donc là, ça pousse vers la droite, lui là, il est poussé vers la gauche par les moteurs qui sont ici, hein, pareil en dessous, pareil en dessous. Et en même temps, je fais une polymérisation et donc j'aboutis à repousser les deux centrosomes représentés ici en gris vers la droite et vers la gauche. Donc là, j'ai une mise en place du fuseau mitotique qui va s'agrandir comme ceci. Et donc, j'ai une poussée donc vers l'épaule et en plus, à ces endroits-là, j'ai des moteurs moléculaires à cet endroit-là. Ce sont des lignes cette fois-ci, mais peu importe vraiment, hein, qui sont liées via leur queue ici à la membrane plasmique. Et elles sont capables de faire pousser en fait vers la membrane plasmique ceci. Et donc l'ensemble est poussé vers la membrane
une fois que c'est poussé, ça ne perfore pas, hein. Là, c'est dépolymérisé, hein, on ne le voit pas. Et donc, ça permet aussi de tirer en direction de la gauche et de la droite ici. Donc là, le fuseau mitotique, il intervient, pas le fuseau, le cytosquelette, il intervient grâce aux MAPS cinétiques, kinésine et dynéine sur la formation du fuseau lors de la prophase. Autre question intéressante, c'est comment les chromosomes ils se déplacent le long du fuseau mitotique. Alors lors de l'anaphase et lors de la métaphase. Alors il y a plusieurs mécanismes. On va les voir ici. Il y a un premier mécanisme, c'est la force d'éjection polaire, ça s'appelle. Il y a des moteurs moléculaires qui sont capables de se lier au chromosome et de se déplacer sur les microtubules. Donc si le moteur vert ici va vers la droite, ben, le chromosome il est poussé vers la droite. C'est une première force. Il y a une deuxième force qui est très importante, c'est la force créée par la polymérisation ou la dépolymérisation au niveau ici des kinétochores. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que à cet endroit-là, donc ici il faudrait zoomer. Quand il y a des polymérisations, en fait, eh ben, ça tire. Alors, on ne voit pas le mécanisme ici. Hein. D'ailleurs, il est encore en étude, hein, mais ça va tirer l'ensemble du chromosome vers la gauche. Et si par contre ici c'est une polymérisation au niveau de ce qui est en vert, eh ben, ça va pousser l'ensemble de la structure et donc du chromosome vers la droite. C'est ce qui se passe à cet endroit-là. Donc là, il faut comprendre que le microtubule ne bouge pas. Par contre, il polymérise ou il dépolymérise. Il y a une troisième force, c'est une force de traction des microtubules kinétochoriens. Où là, par contre, le microtubule va se déplacer. Ici, en fait, il y a une traction qui se fait. Le microtubule, donc, il est tiré vers la gauche, dépolymérisé, tiré, dépolymérisé. Et donc, le chromosome, il suit, et donc le chromosome, il va pouvoir se déplacer vers la gauche. Et donc, un petit point rouge que je mets sur le microtubule, et le petit point rouge, il va se déplacer comme ceci. C'est comme ça que les chercheurs, voire les deux exercices du cours, ont mis en évidence les forces 2 et les forces 3, sans mettant un petit marquage sur les microtubules. Au niveau de l'anaphase, il y a aussi, donc, on le voit ici, la cellule qui grandit en fait, hein, qui s'allonge dans ce sens-là. L'allongement se fait encore ici grâce au fuseau mitotique, hein, qui grandit, selon les mêmes mécanismes que ce qu'on a vu lors de la prophase. Lors de la télophase et surtout lors de la cytodiérèse, on a mis en place d'un nanocontractile, hein, qui va permettre donc de faire la cytodiérèse. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui intervient, ce n'est pas le cytosquelette des microtubules. Là, c'est un deuxième type de cytosquelette, c'est l'actine filamenteuse, que l'on trouve dans les cellules musculaires striées squelettiques par exemple, et son moteur moléculaire associé qui s'appelle la myosine. Donc à cet endroit-là, on a une ceinture d'actine, exactement comme les ceintures adhérentes qu'on avait vues dans le cours B3. Ça signifie que si je fais une coupe ici, donc j'ai ma membrane plasmique, et tout autour de cette membrane plasmique, j'ai plein d'actines représentées ici d'une façon un petit peu simplifiée, avec des moteurs moléculaires envers les myosines. Et bien à cet endroit-là, les moteurs myosines sont tête bêche, exactement comme dans le muscle strié squelettique. C'est le même principe. Cette myosine-là, en pivotant, va tirer cette actine vers la gauche, et elle va faire la même chose, mais elle pivote comme ça. Donc elle va tirer cette actine vers la droite. Donc les deux vont se chevaucher. C'est exactement ce qui va se passer. Donc lui, il est tiré vers la gauche, lui, il est tiré vers la droite. Et donc, si je fais ça pour tout le monde, je comprends bien que ma circonférence, elle va être de plus en plus petite, quoi. À la fin, je vais obtenir ça, en fait. Hein. Alors, ça ne va pas se rencontrer, parce qu'une fois, que ça a fait, ça se dépolymérise ici. Hein. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas représenté, c'est que la membrane plasmique, elle est liée indirectement à cette ceinture. Et donc, la membrane plasmique, elle va aussi, vous avez vu, hein, la section, elle va être plus petite. Et donc, là, j'explique pourquoi je passe d'une section à grand diamètre, si on veut, à ici, une petite section avec un faible diamètre. Donc voilà pour la mitose. Faisons le bilan. Donc le bilan de ce grand 2, c'est que la mitose, elle permet de répartir un exemplaire entier de l'information génétique qui a été précédemment dupliquée lors de la phase S dans chaque cellule fille. Ça, c'est notre schéma général, c'est le plus important. Chaque fois que vous faites des schémas de mitose ou de méiose, il faut les gènes et les allèles. Donc là, moi, j'ai mis par exemple, des chromosomes homologues, le chromosome 1 du père, le chromosome 1 de la mère, le chromosome 5 du père, le chromosome 5 de la mère. Je fais ça parce que, comme plus tard je comparerai avec la méiose, il faut, quand je fais mes comparaisons, que je puisse mettre des homologues. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que déjà, c'est répliqué. Donc j'ai bien un chromosome qui a deux chromatides totalement identiques, avec les mêmes allèles. Hein. Les chromosomes homologues n'ont pas nécessairement les mêmes allèles, ça dépend si on est homozygote ou hétérozygote. Il y a les phases, prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase, cytodiérèse à la fin. Voilà ce que j'obtiens. Deux cellules qui sont exactement les mêmes que la cellule initiale. Cette cellule, c'est exactement la même que celle-ci.
C'est juste que là, l'information génétique, elle est dupliquée. Mais j'ai la même information à l'intérieur. C'est juste que là, elle est en double. Petite remarque pour finir, il existe des cas où la mitose n'est pas suivie de cytodiérèse. On obtient alors une structure qu'on appelle un syncytium, ou une structure syncytiale. Vous verrez ça chez certains mycètes. D'ailleurs, on l'a déjà vu, nous, avec certains mycètes qui rentrent dans les mycorhizes. Donc ça, ce sont les mycètes, par exemple, de la pourriture, là, qui sont représentés. Et aussi chez le blob, par exemple, la famille des myxomycètes, où on a aussi des structures syncytiales. Donc ça, c'est une unique cellule, en fait, avec plein de noyaux à l'intérieur, certes, mais sans séparation des cytoplasmes. Alors avant de faire la méiose, on a notre grand 3 à faire, qui est de dire que la réplication que l'on a vue et la mitose que l'on a vue s'inscrivent dans un cycle cellulaire. Alors le cycle cellulaire, donc, ce sont les étapes qu'il y a entre une cellule qui naît, ici, et cette même cellule qui, à la fin, va se diviser en mitose pour donner 2 cellules filles. Alors une vue générale du cycle cellulaire, c'est la suivante. Nous avons donc une phase qu'on appelle l'interphase et une phase qu'on appelle la phase M, phase de division. Cette phase M, c'est la phase où il y a la mitose, et l'interphase, qui est ici, on peut la diviser en 3 sous-phases. La phase G1, qui est une phase de croissance, où la cellule dont vous avez vu là, elle grossit un petit peu, elle vit sa vie. Une phase de réplication de l'ADN, c'est la phase S. Et une phase G2, où là vous avez vu qu'il y a eu réplication de l'ADN entre la phase G1 et la phase G2. Une phase G2 qui est une phase de préparation à la phase de division cellulaire. La quantité d'ADN est représentée ici, selon ce schéma qui est déjà bien abordé au lycée. La durée des différentes phases du cycle cellulaire peut être déterminée expérimentalement en mesurant la quantité d'ADN dans les cellules, puisqu'on voit que la quantité d'ADN finalement nous dit à quel moment du cycle on est. Alors la première chose que l'on peut faire, la première expérience, c'est d'utiliser des cellules synchrones, ça veut dire des cellules qui sont toutes au même moment du cycle cellulaire. Donc c'est très simple, on prend des cellules, on les bloque toutes à la fin de la mitose par exemple avec une substance chimique, et ensuite au cours du temps, on va prélever un certain nombre de cellules et on va mesurer la quantité d'ADN qu'il y a, avec un colorant qui se fixe sur l'ADN et qui fluoresce, et plus ça fluoresce, plus il y a de l'ADN. Et comme ceci, très simplement, on peut mettre en évidence la durée des différentes phases, ici pour une cellule humaine X, dont j'ai oublié le nom, en culture. Ça va dépendre des cellules, bien évidemment. Quand les cellules sont non synchrones, quand dans une population sur boîte de pétri on a plein de cellules, certaines en G1, certaines en S, certaines en fin de G2, etc., on peut aussi faire nos estimations. Alors pour ceci, on va utiliser un cytomètre de flux, qui est un appareil ici, on fait passer des cellules à l'intérieur, et avec un système optique, on peut déterminer, en mettant un colorant qui se fixe à l'ADN, quelle est, pour une cellule cette fois-ci, la quantité d'ADN dans la cellule considérée. On fait passer plein de cellules à la queue leu, on mesure pour chaque cellule sa quantité d'ADN, et on peut faire un graphique qui est celui-ci, qui nous dit, voilà, la quantité d'ADN, alors on met des unités arbitraires, j'ai, je ne sais pas, 500 cellules qui avaient cette quantité 1, j'ai 200 cellules qui avaient cette quantité 2, et puis j'ai un certain nombre de cellules qui avaient des quantités entre 1 et 2. Et donc ça nous matérialise le nombre de cellules qu'il y avait au temps où j'ai fait ma mesure, en phase de G1, en phase S ou en phase G2 et M. Et par proportionnalité, je peux en déduire quelle est la durée de la phase de G1, de la phase S et de la phase G2 et M. Petit exemple d'application, imaginons que j'ai des cellules humaines dont la durée du cycle est connue, 20 heures, et donc j'en ai, je le vois ici avec mon graphique, 45% des cellules qui sont en phase de G1, 25% qui sont en phase S et 30% qui sont en phase de G2 ou M. Je peux en déduire que j'ai donc 45% de ces 20 heures qui correspondent à la phase de G1. Et donc, je peux dire que la phase G1 elle dure 9 heures, la phase S elle dure 5 heures, et la phase G2 et M elle dure 6 heures. Et si je veux bien séparer G2M, je peux le faire aussi. Là, j'observe au microscope, je vais prendre 1000 cellules, je ne sais pas, et je vais regarder combien il y en a qui sont en mitose. Parce que c'est facile d'avoir des cellules en mitose au microscope. Si je trouve que j'ai 5% des cellules qui sont en mitose, j'en déduirai que la mitose, elle dure 20 heures fois 0,05, ça dure 1 heure. Et donc que G2 dure 5 heures. Le schéma bilan associé à la réplication, à la mitose et au cycle cellulaire, grand 1, grand 2, grand 3, est le suivant. Donc je ne vais pas le commenter, mais l'idée c'est ce qu'on a vu, la réplication,
la mitose, et tout ceci inscrit dans un cycle cellulaire. Alors j'ai une petite remarque quand même, hein, c'est que chez certaines cellules, par exemple lors du développement embryonnaire que vous verrez en BCPST2, le cycle peut être une succession de S et de M, sans G1 et sans G2, où les cellules deviennent de plus en plus petites. C'est le cas lors de la segmentation, lors du développement embryonnaire des amphibiens de l'année prochaine. J'ai une deuxième remarque, c'est que pour certaines cellules différenciées, ou qui sont en sénescence réplicative, hein, il y a une possibilité de sortir du cycle cellulaire. Ça veut dire de sortir, alors ça peut se faire à différents endroits, mais par exemple ça peut se faire à cet endroit-là. Hein. Elles vont en phase G0, on dit, c'est le cas des neurones, hein, où là les cellules elles sont quiescentes, elles vont sortir du cycle et ne plus subir de réplication et de division. Chez certaines cellules, il y a possibilité de re-rentrer dans le cycle, par exemple les cellules du foie, hein, lorsqu'il y a eu par exemple un cancer du foie et qu'on a extrait un petit morceau de foie, eh ben, des cellules qui étaient en quiescence peuvent revenir dans le cycle et resubir une division et reconstituer un petit morceau de foie par exemple. Alors, ce cycle cellulaire dont on a rappelé les caractéristiques, il est contrôlé. Effectivement, la progression dans le cycle cellulaire, elle est sous le contrôle de signaux extra- et intracellulaires. Alors, on peut les mettre en évidence très facilement, ces signaux. Par exemple, on va le voir ici, quand on prend une cellule classique, on lui laisse vivre sa vie et elle subit une mitose. Et si cette cellule classique, on lui met une substance qui bloque la phase S, on se rend compte que elle ne va pas subir de mitose. Donc il y a un signal qui lui dit en fait, la phase S n'est pas finie, on ne peut pas continuer le cycle et subir la mitose. Ça, c'est un signal qui est à l'intérieur de la cellule, c'est un signal interne. Il y a des signaux extérieurs. Par exemple, les cellules qui sont ici, quand on va les mettre en culture et elles vont se développer, voilà, elles vont faire plusieurs cellules, quand on leur met un facteur de croissance qui s'appelle PDGF, Growth Factor, c'est facteur de croissance, on voit que ça va donner bien plus de cellules. Donc là, la progression dans le cycle est s'accélérer en fait dans cet exemple-là par ce signal extérieur, cette molécule extérieure qui va être reçue par un récepteur membranaire, cette molécule facteur de croissance. Autre exemple ici, quand on fait sur une boîte de pétri classique, enfin là c'est pas une boîte de pétri, c'est une boîte de culture classique, donc des divisions cellulaires, donc elles vont se diviser les cellules et puis au bout d'un moment elles vont arrêter de se diviser dès qu'elles se touchent. On parle d'inhibition de contact. Et si on les enlève, les cellules qui sont à côté, elles vont se remettre à se diviser. Et dès qu'elles vont se toucher, elles vont arrêter de se diviser. Donc là il y a un signal extérieur, hein, c'est aussi des molécules membranaires, hein, qui, donc les cellules, quand elles reçoivent d'autres cellules qui sont à côté, quand elles les touchent en fait, ça va inhiber le cycle cellulaire. Donc il y a des signaux extérieurs, des signaux internes, qui vont en fait contrôler la progression dans le cycle cellulaire. Sur ce schéma-là, avec une analogie avec les feux rouges et les feux verts, on peut comprendre l'idée générale. Donc les différents signaux que l'on a vus, par exemple, est-ce que la phase S elle est finie, est-ce qu'elle n'est pas finie, hein, ou est-ce qu'il y a une inhibition de contact, est-ce qu'il n'y a pas inhibition de contact, tous ces signaux vont être intégrés et vont permettre ou non le passage de différents points de contrôle qui sont ici représentés en rouge. Par exemple, là, c'est un point de contrôle qui nous dit en gros, est-ce que la phase S elle est finie? Si c'est le cas, le point de contrôle il s'abaisse, et dans ce cas, on peut progresser dans le cycle. Et si ce n'est pas le cas, ça bloque, c'est un peu le feu rouge, et la cellule elle est bloquée ici. Donc là, c'était l'exemple avec notre substance chimique qui empêchait la progression dans la phase S, et du coup, ce point de contrôle ne pouvait pas être passé. Quand il y a une inhibition de contact, c'est la même chose. Quand il y a une inhibition de contact, ces points de contrôle qui sont ici et qui sont ici, ils ne peuvent pas être passés. Et du coup, la cellule, elle est bloquée, elle ne peut pas aller et faire une division, par exemple. Alors ça, c'est l'idée générale, mais ça ne nous explique pas l'échelle moléculaire. En fait, à l'échelle moléculaire, donc tous ces signaux, ils sont intégrés, et ça va permettre d'activer ou d'inhiber des complexes protéiques, qu'on appelle des complexes CDK-cyclines. On voit ces différents complexes CDK-cyclines. Je vais prendre par exemple celui-ci. Ils sont tous de la même façon. Et par contre, ils ont des noms différents. Donc là, par exemple, je regarde le point de passage G2 vers M. Dans cet exemple ici, ce complexe, il s'appelle le MPF, c'est le premier qui a été découvert, c'est celui que l'on voit, nous, pendant plus d'1 heure et demie sur nos exercices du TP mitose. Donc ce complexe, il est fait de cycline et de CDK, peu importe. Et ce complexe, quand il est présent, il peut entraîner le passage G2 vers M. Il abaisse le point de contrôle ici. Et quand il n'est pas là, la cellule, elle ne peut pas progresser. Le mécanisme de cette petite flèche, on le verra en TP. Et ce complexe, alors pourquoi il est là ou pourquoi il n'est pas là, justement, c'est les fameux signaux. Donc, est-ce que, par exemple, donc il y a plein de signaux, par exemple des facteurs intracellulaires. Alors, il y a une vérification de l'ADN. Est-ce que l'ADN, il est altéré ou pas? Si l'ADN, il est altéré, en fait, ce complexe ne peut pas se former.
Et si l'ADN n'est pas altéré, il y a plein de mécanismes représentés par cette petite flèche qui font que ce complexe peut se former. Il y a des facteurs extracellulaires aussi. Est-ce qu'il y a des cellules à côté? S'il y a des cellules qui sont à côté, via les intégrines, elles envoient des signaux à notre cellule en question, et ces signaux vont empêcher la cycline B de se former, en gros, hein, et donc de ce complexe de se former. Est-ce qu'il y a des facteurs de croissance? Les facteurs de croissance, quand ils sont reçus, ils vont activer plein de choses qui vont activer la formation de ce complexe. Bon, tout ça c'est intégré, et si ce complexe il est présent, eh ben, le point de contrôle il peut se passer. Si le complexe il n'est pas présent, ben, le point de contrôle il ne peut pas se passer. Et on fait ça donc tout le long des points de contrôle. On a la même chose de partout. Ces deux ici, parce qu'on fera aussi en TP celui-ci, hein, on aura le mécanisme. Hein, ce sont les deux donc qu'on voit en TP qui permettent le passage des deux vers M et qui permettent donc de poursuivre la mitose. La poursuite de la mitose, elle se fait que si ce complexe il est dégradé. Si ce complexe n'est pas dégradé, la cellule elle est bloquée, totalement bloquée en métaphase et elle attend en fait. Alors on s'est attardé un petit peu sur ces mécanismes généraux de contrôle parce qu'il faut comprendre que quand le contrôle il est déréglé, eh ben, la prolifération cellulaire peut devenir incontrôlée. C'est le processus de cancérisation. Et donc les chercheurs qui travaillent sur le cancer travaillent beaucoup sur ces différentes flèches qui sont ici pour comprendre comment ça marche et comprendre qu'est-ce qui dans un cancer particulier peut être déréglé. Est-ce que c'est cette flèche? Est-ce que c'est cette flèche? Et donc pouvoir proposer éventuellement des méthodes pour restaurer et pour du coup pouvoir guérir du cancer en question. Passons à notre dernière partie, le grand 4, qui nous parle de la méiose et qui nous dit qu'au cours de la reproduction sexuée, la méiose va permettre de répartir la moitié seulement de l'information génétique précédemment dupliquée lors de la phase S dans chacune des 4 cellules filles. Comme on vient de le dire à l'instant, donc la mitose, elle intervenait dans la reproduction conforme, alors que la méiose, elle, intervient dans les cycles de reproduction sexuée. Alors, faisons un premier prérequis sur les cycles de reproduction sexuée qui seront abordés en BCP-ST2. Alors, chez les animaux, le cycle, vous le connaissez depuis le lycée, le cycle de reproduction sexuée est le suivant. Alors, sont représentés ici avec 2 couleurs différentes les phases. Donc, l'organisme, par exemple, une souris, c'est 2 N. Les cellules sont 2 N. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la phase diploïde. Et donc, cette souris, qui est un organisme pluricellulaire diploïde, va pouvoir, au cours de la méiose, faire des gamètes mâles et gamètes femelles, qui, eux, sont N. C'est la phase haploïde. Ces gamètes, par exemple spermatozoïdes et ovocytes 2, vont pouvoir se rencontrer pour faire la fécondation qui va restaurer la diploïdie. La fécondation aboutit à une cellule œuf qu'on appelle le zygote qui est de N. Et ce zygote par mitose va donner plein de cellules qui forment l'organisme pluricellulaire. Ce cycle qui est représenté ici, qui a 2 phases diploïde et haploïde, s'appelle un cycle diplophasique. Alors on regarde juste le terme diplophasique parce qu'on regarde en fait ce qui est pluricellulaire, et là ce qui est pluricellulaire c'est uniquement ça qui est pluricellulaire, c'est uniquement ce qui est 2N. Là, ce n'est pas pluricellulaire. Donc la génération, on l'appelle génération pluricellulaire diploïde. On dit que le cycle, il est diplophasique. Chez les végétaux, ça va être différent. Chez les végétaux, alors ici on a représenté une fougère, on aurait pu faire une angiosperme avec une plante à fleurs. Par contre, aller chercher la phase haploïde dans une plante à fleurs qui est au niveau du grain de pollen et du sac embryonnaire, c'est un petit peu caché. Donc on va faire une plante où ce n'est pas caché, à savoir une ptéridophyte fougère ici. Alors qu'est-ce qui se passe chez les ptéridophytes? L'organisme que l'on voit, la fougère, elle est bien diploïde, c'est un organisme pluricellulaire. Cette fougère va subir à certains endroits, ici sous les feuilles, donc les cellules vont subir des méioses qui vont aboutir à des cellules, N, du coup, qu'on appelle des spores, pas des gamètes, des spores. C'est quoi la différence? Des spores, ce sont des cellules qui toutes seules vont pouvoir, par mitose, régénérer un individu pluricellulaire. Les gamètes ne font jamais ça. Les gamètes ont besoin de rencontrer un autre gamète et de subir la fécondation. Là, ce n'est pas le cas. Donc les spores, fabriqués à cet endroit-là des feuilles, donc vont par mitose, chaque spore va donner un organisme pluricellulaire qui est lui du coup N. Les mitoses affectent des cellules qui sont ici haploïdes. Ce petit organisme s'appelle un gamétophyte ou un protale dans le cas de la fougère, et à certains endroits, par exemple ici, ces cellules qui sont N, par mitose, vont donner des gamètes qui sont N. Et ces gamètes vont pouvoir ensuite se rencontrer 2 à 2, subir la fécondation pour donner une cellule œuf. 2N. Cette cellule œuf, donc la fécondation va se faire à cet endroit-là, donc va se former ici. À cet endroit-là, il va y avoir plein de mitoses. Et sur ce petit truc en cœur qui s'appelle un protale, va se former donc un organisme pluricellulaire diploïde par mitose.
Quand je regarde les organismes pluricellulaires, j'ai donc un organisme pluricellulaire qui est la fougère que l'on connaît tous, qui est diplophasique, et j'ai aussi ici une génération pluricellulaire qui est toute petite, de l'ordre du centimètre, qu'on a un petit peu moins, qu'on a du mal à voir, mais que vous verrez l'année prochaine, hein, qui s'appelle le gamétophyte, qui est aussi pluricellulaire. Donc ce cycle, on dit qu'il est haplo, ici, et diplophasique. Ça, c'est le cas des embryophytes. Et les plantes à fleurs, c'est la même chose. Sauf que ce qui est représenté en vert ici, ce sera un grain de pollen ou ce sera un sac embryonnaire. Quand je regarde le cas des champignons, c'est encore autre chose. Les champignons sont ici, donc structure de type mycélium avec plein de cellules ici. Ces cellules, elles sont haploïdes chez les champignons. Alors elles sont haploïdes et donc certaines cellules N vont pouvoir se comporter comme des gamètes, fusionner entre donc elle qui fusionne avec une autre d'un autre champignon, hein, fusionner pour faire la fécondation et donner une cellule qui est 2N, un zygote. Cette cellule ne va pas subir de mitose, elle va directement subir une méiose pour former des spores qui sont haploïdes. Ces spores, ce sont donc des cellules, et chaque spore, chaque cellule va pouvoir subir une démitose pour se diviser et former une structure de type mycélium. Là, on voit que ce qui est pluricellulaire, la génération pluricellulaire, c'est tout ce qui est ici, c'est ce qui est là. Hein. C'est une génération N qui est haploïde. Tout ce qui est ici, c'est diploïde. Par contre, ce n'est pas une génération, hein, ce n'est pas une structure pluricellulaire, c'est juste une cellule. Dans ce cas, on dit que le cycle il est haplophasique, puisque la génération pluricellulaire, elle est seulement N, elle n'est pas 2N. Là, on vient de voir les 3 cycles de reproduction sexuée que l'on peut rencontrer, donc chez les animaux, chez les embryophytes et chez les champignons. C'est super important, c'est pour ça que j'ai mis apprendre dans la figure qui correspond, surtout pour l'année prochaine quand vous ferez la reproduction sexuée chez les eucaryotes. Donc le cycle de base, c'est celui des embryophytes. Si ce cycle entre méiose et fécondation ici, là, si tout ça je le compacte et je le réduis en cette cellule-là qui est cette cellule-là qui fait la fécondation, j'obtiens le cycle des animaux, qui est donc diplophasique. Si au contraire ce que je réduis c'est ce qui est en bas, à savoir que le zygote là, directement je lui fais faire la méiose, j'obtiens le cycle des champignons. Et quand je réduis ni l'un ni l'autre, j'obtiens le cycle des embryophytes. C'est comme ça qu'à partir de ce cycle, on peut faire les deux autres. Donc je reviens maintenant au cours qui nous intéresse ici, le cours G2. Donc on a vu que selon les cycles, la méiose, elle peut former soit des gamètes, c'était le cas chez les animaux, soit des méiospores ou des spores issus de la méiose, c'est ce qu'on a chez les embryophytes et les mycètes. Donc il faut faire attention, hein, parce qu'avec le lycée, on considère que les gamètes sont issus de méiose, mais c'est un cas particulier, c'est uniquement le cas des animaux en fait. Dans tous les cas, hein, que la méiose aboutisse à des gamètes ou à des spores, peu importe, dans tous les cas, elle va permettre de partager les chromosomes d'une cellule qui est 2N, diploïde, hein, en 4 lots, ici 1, 2, 3, 4, qui sont des lots haploïdes, qui sont des lots donc N. Alors, comme pour la mitose, il y a, avant une méiose, une étape de duplication de l'ADN, qui est représentée ici. Alors là, on va montrer donc avec des gènes et des allèles pour qu'on comprenne bien la différence par rapport à la mitose. Donc, ce qui est représenté ici, ce sont 2 chromosomes, alors du même numéro. Par exemple, le chromosome 5, on n'a qu'à dire chez l'homme, le chromosome 5 issu de la mère, le chromosome 5 issu du père. Donc, avec les allèles A1 et les allèles A2. Par exemple, si c'est hétérozygote, A c'est le gène. Première chose qui se passe, c'est qu'il y a réplication de l'ADN. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, donc 2 chromatides maintenant par chromosome. Et lors de la première division de la méiose, parce qu'il va y avoir 2 divisions, la quantité d'information génétique, elle est réduite de 50%. Parce qu'il y a séparation des chromosomes homologues. On parle de première division réductionnelle. C'est ce qu'on voit ici. On voit qu'une cellule va récupérer donc un chromosome, par exemple 5 bleu, et lui, le chromosome 5, puisqu'on est diploïde, hein, mais que le rouge. Donc ces nouvelles cellules, maintenant, elles sont haploïdes. Elles n'ont qu'un seul des 2 chromosomes homologues, en fait. Et une deuxième division, c'est la méiose 2, ou la division qu'on dit équationnelle. Elle, le nombre de chromosomes ne va pas changer. C'est juste une séparation des chromatides sœurs. À savoir que là, une chromatide sœur de ce chromosome 5 maternel va venir ici, et l'autre va venir ici. Donc là, j'ai 4 cellules haploïdes qui sont donc haploïdes et qui ont donc l'information génétique initiale divisée par 2. Et en plus, elles ne sont pas équivalentes entre elles. On voit bien qu'elle a un rouge alors qu'elle a un bleu par exemple. Donc le bilan pour la méiose vue de loin, c'est que c'est une suite de 2 divisions cellulaires et qui ne permet pas une reproduction conforme, puisque seule la moitié de l'information génétique initiale est conservée. Au niveau cellulaire, la méiose est donc une succession de 2 divisions cellulaires appelées méiose 1 et méiose 2.
Alors avant la méiose, on peut représenter ceci comme ceci. Donc on a l'interphase avant la méiose et quand on veut faire des schémas, on est obligé de mettre des homologues. Donc là j'ai mis donc 2n chromosomes, 2n égale 4 en fait. Donc le chromosome maternel, le chromosome paternel, le chromosome maternel, le chromosome paternel. Donc les mêmes couleurs, ce sont des chromosomes homologues. Et donc qu'est-ce qui va se passer déjà lors de la méiose 1? Alors lors de la méiose 1, alors, il y a 5 phases qui ont les mêmes noms que lors de la mitose, donc prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, télophase. Voyons voir. Donc, lors de la prophase 1, vous avez vu, il y a le fuseau méiotique qui se met en place. Et ce que l'on observe, c'est que les chromosomes homologues vont s'associer mécaniquement entre eux. On le voit ici. Le chromosome paternel et le chromosome maternel sont liés. Alors, ils sont liés à des endroits qu'on appelle des chiasmas ou des enjambements. Et l'ensemble forme ce qu'on appelle un bivalent. Pareil pour l'autre. Ça, on verra plus tard à quoi ça sert et surtout vous verrez l'année prochaine, puisque l'année prochaine vous faites l'aspect génétique de la méiose. Pour nous, ça permet de les mettre ensemble et de pouvoir ensuite les séparer correctement lors de l'anaphase de la méiose 1, comme on le verra. Alors je vais zoomer un petit coup sur ces bivalents. On le voit ici. Donc l'endroit où il y a un chiasma, qu'on appelle aussi un enjambement ou qu'on appelle aussi un crossing over, on va voir qu'en fait à cet endroit-là, il y a ce qui est représenté ici. Ça veut dire qu'il y a un petit morceau de cette chromatide-là qui va venir se lier à celle qui est ici. Et vice-versa, elle va venir se lier à un petit bout de chromatide qui est ici. Là, j'ai ce qu'on appelle un crossing over. Alors nous, ça ne nous intéresse pas trop en BCPST1, mais c'est fondamental quand on veut étudier donc, la génétique de la méiose, et notamment les brassages intrachromosomiques. Bon, une fois que ces bivalences sont mis en place, il y a prométaphase 1, où là le noyau disparaît, et où donc les bivalents vont se coller via les kinétochores à des microtubules kinétochoriens. Alors il faut faire attention parce que grosse différence lors de la métaphase 1, donc ils vont s'aligner. Par contre, lors de la métaphase de la mitose, nous avions pour un seul chromosome donc des microtubules qui se liaient à une partie de kinétochore ici et les autres de l'autre pôle qui se liaient à l'autre kinétochore pour séparer les chromatides. Là, c'est pas du tout ça. Là, quand il y a des bivalents, tous les kinétochores du même chromosome sont liés à un même pôle. Et l'autre chromosome du bivalent, il est lié à l'autre pôle. C'est fondamental, c'est l'énorme différence. Car ce qu'on va séparer ici, ce ne sont pas des chromatides, mais ce sont des chromosomes homologues. Là, même chose. Alors quand j'observe ça au niveau des bivalents, je peux le voir au microscope, sans problème, au microscope électronique. On voit ça très bien. Donc des enjambements, des crossing over, ça peut être à plusieurs endroits. Par exemple ici, il y a 3 endroits où il y a des crossing over. Et là, on peut légender, donc on a un bivalent, donc un chromosome homologue en rouge, un chromosome homologue en gris, et les niveaux de rouge ou de gris matérialisent les chromatides considérés. Ensuite, il y a l'anaphase, où là, donc, il y a séparation des chromosomes homologues. Un chromosome homologue vert va là-haut, un chromosome homologue vert va en bas. Pareil pour l'autre. À la fin, j'ai la télophase 1 et la cytodiérèse. Et donc, j'obtiens mes 2 cellules. Et donc, chacune a reçu un seul des 2 chromosomes homologues. Et ensuite, je fais la méiose 2. La méiose 2, des fois, improprement, vous dites que c'est une mitose. Alors, il ne faut pas dire ça, parce que ce n'est pas une mitose, c'est la méiose 2. Par contre, on comprend pourquoi on fait cette erreur de langage, c'est parce qu'on va séparer, comme lors de la mitose, les chromatides sœurs. Donc ici, on va par exemple, on va encore voir les deux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a le fuseau méiotique de la méiose 2 qui va se mettre en place. Le chromosome qui est ici, donc une partie va être liée au niveau de ce kinétochore au centrosome qui est à gauche. À cet endroit-là, au niveau de ce kinétochore qui est ici, ça va être lié au centrosome qui est à droite. Et ensuite, par rupture ici encore des coïsines, on va avoir séparation des chromatides sœurs. C'est ce qu'on a ici. Puis à la fin, c'est la télophase 2 et la cytodiérèse. Et à la fin, on obtient donc 4 cellules. Et quand on regarde ces cellules, chacune, elle a un seul des 2 chromosomes homologues pour chaque paire. Le programme de première année nous demande de nous arrêter ici. Donc moi, je vais quand même faire une petite transition avec l'année prochaine, puisque vous parlez des brassages inter- et intrachromosomiques. Donc 2 petites précisions. La première précision, c'est que les chromosomes des différentes paires homologues vont se répartir d'une façon aléatoire. Par exemple, imaginons que eux, ce sont les chromosomes 1 et eux, ce sont les chromosomes 2. Paternel bleu et maternel rouge. Première possibilité, c'est que lui, le bleu là, et lui, le bleu, ils aillent dans la même cellule. C'est une première possibilité. Et le rouge vont dans l'autre cellule. C'est une première possibilité. Mais il se peut aussi, parce que c'est aléatoire, que le grand bleu, il aille avec le petit rouge.
Dans ce cas, on aura ça et on aura ça. Donc on obtient finalement plusieurs possibilités. Ça, c'est ce qu'on appelle un brassage interchromosomique. Interchromosomique, c'est entre les chromosomes, chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3 jusqu'au chromosome 23. Ça, c'est le brassage inter. Deuxième précision pour l'année prochaine, c'est l'histoire de brassage intrachromosomique. Alors on a vu que nous, lors de la prophase, il y avait association des chromosomes homologues. Donc là, c'est le chromosome, par exemple, 2 du père, et là, c'est le chromosome 2 issu de la mère. On n'a qu'à dire ça. Donc les deux vont s'associer. On le voit ici avec plein de protéines qui permettent l'association. Et il va se passer ce qu'on appelle un crossing over, c'est qu'il va avoir donc rupture de la molécule d'ADN et il va avoir donc une réparation avec erreur en fait, qui fait que le petit morceau qui est ici va venir se coller à celui-là et le petit morceau qui est ici va venir se coller à celui-là. C'est ce qui est représenté ici. Là, j'ai fait un enjambement. Et quand ensuite il va avoir séparation lors de la métaphase de la méiose 1, eh ben, le chromosome qui est en vert va aller à gauche, mais ce qui va aller, c'est ça et ceci. Donc lui, c'est un petit morceau du jaune qui va venir avec lui. Et lui qui est à droite, il va aller à droite, et il y a un petit morceau ici qui va venir avec lui. Et donc là, je vois, à part ce petit morceau là qui s'appelle une conversion, mais que je n'ai pas envie d'aborder en BCPS1 ici, je vois que finalement, eh ben, les chromatides du même chromosome peuvent être différentes. Là, j'ai la chromatide initiale, et là, j'ai une chromatide recombinée en fait, avec du jaune et là du vert. Et donc quand je fais ça, je peux expliquer pourquoi mes cellules filles sont en fait toutes différentes entre elles. Allons voir ce qui est représenté ici. Donc imaginons que là j'ai mes deux chromosomes homologues, le bleu et le rouge, qu'à ces endroits-là j'ai deux crossing over, qui fait qu'à la fin, quand je fais ma séparation lors de la métaphase et anaphase 1, eh ben, j'obtiens donc le bleu, et puis là le bleu avec un petit bout de rouge, c'est ce qui est représenté ici. De l'autre côté, ben, pareil, et quand je fais ensuite ma méiose 2, je vais séparer donc au niveau des chromatides, sœurs. Donc j'ai une cellule qui va récupérer le bleu, elle est là. J'ai une cellule qui va récupérer le bleu et le rouge, qui est ici. Pareil de l'autre côté, et donc là j'obtiens 4 cellules qui sont différentes. Là j'ai fait un brassage à l'intérieur du chromosome, on parle de brassage intrachromosomique. Et donc bien sûr quand on veut représenter ça l'année prochaine, on est obligé de mettre les gènes et les allèles comme d'habitude. Là, c'est ce que j'ai représenté. Donc, j'ai représenté les allèles X, pardon, les gènes X et les gènes Y, allèle 1 ou allèle 2. Et donc là, je vois que mes cellules, elles ont bien une information génétique qui est différente entre elles. Au niveau moléculaire, là encore une fois, il y a une grande importance du cytosquelette, notamment des microtubules. Alors, la méiose 1, elle a une grosse particularité, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est que les kinétochores d'un même chromosome sont associés au même pôle. Et le chromosome homologue qui est en face, le chromosome du bivalent homologue, est associé donc mécaniquement au centrosome qui est ici en bas. Ça permet de séparer les homologues. Lors de la mitose, c'est différent, puisque vous avez vu que ce chromosome rouge, au niveau des kinétochores, c'est relié de chaque côté, ça permet de séparer. Bon, là, c'est une méiose 2 qui est représentée, mais peu importe. Voilà, la mitose, elle ici, ça permet de séparer les chromatides sœurs, en fait. Comme lors de la méiose 2. Donc méiose 1 et méiose 2 et mitose, c'est un comportement différent concernant les microtubules. Soit je sépare les chromosomes homologues entre eux, soit je sépare les chromatides sœurs entre elles. Finalement, comparaison, bilan de cette mitose et de cette méiose. Donc là, on a une vue, je ne m'y attarde pas, mais c'est une vue visuelle de ce qu'on a raconté. Ce qu'on peut dire dans le texte associé à ce schéma, c'est que dans les deux cas, on a une réplication de l'ADN qui est prélude à la mitose et à la méiose. Lors de la mitose, il y a une seule phase, il y a une seule division cellulaire, alors que lors de la méiose, il y a deux divisions cellulaires. La méiose 2, elle ressemble à une mitose, la méiose 1, elle est totalement typique. Lors de la méiose, il y a appariement des homologues, lors de la prophase 1, avec la formation de bivalents. En termes de composition génétique, c'est le plus important finalement quand on veut faire le programme de BCPST2, c'est que la mitose permet d'obtenir des cellules identiques génétiquement entre elles, c'est une reproduction conforme, alors que la méiose permet d'obtenir 4 cellules haploïdes qui sont différentes génétiquement entre elles et à la cellule mère. C'est une reproduction qui est non conforme. Dans les deux cas, on a un rôle important du cytosquelette. Et dans l'organisme, la mitose permet, on l'avait vu en introduction, de faire du développement de la croissance, de la reproduction et de la régénération de tissus. Elle intervient dans la production des gamètes, je l'ai rajouté chez les embryophytes et les mycètes. Alors que la méiose, elle intervient dans les cycles de reproduction sexuée. Elle permet de produire des gamètes chez les animaux et des spores chez les embryophytes et les mycètes.
chaque cellule obtenue ayant une combinaison unique d'allèles.